Ah, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots de présentation. Mon nom est François Pellerin. J'ai fait ma carrière essentiellement dans l'industrie, bien sûr, essentiellement à Turbomeca, où j'ai fini ma carrière comme directeur de l'établissement de bord de Turbomeca, qu'on a refait et qui est devenu pour Alain Rousset un peu le symbole de ce qu'est une usine du futur. Et puis après, j'ai quitté Turbomeca et j'ai animé le programme Usine du futur de la région pendant 5 ans, de 2014 à 2019. Un programme qui, je vous rappelle, vous l'avez vu tout à l'heure, qui accompagne 600 entreprises. Et puis, j'ai rendu mon tablier ou passé les clés à Pascal Hamet, qui est dans la salle, pour me consacrer maintenant un peu à la recherche et essayer de comprendre ce qui se passe dans les entreprises qui se transforment numériquement aujourd'hui, comment elles s'organisent, comment elles gèrent les compétences. Et donc, on est en fait je suis dans une chaire de mines ParisTech de l'école des mines qui s'appelle Futur de l'industrie et du travail. Donc, on s'intéresse au travail, à l'organisation dans les entreprises qui se transforment. Alors, c'est des grandes phrases, mais je vais tâcher de les expliquer. L'adoption d'un système technique entraîne nécessairement l'adoption d'un système social afin que les cohérences soient maintenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que changer de technologie, ça veut dire qu'une révolution industrielle, ce n'est pas qu'une révolution technologique, c'est une révolution aussi dans l'organisation, dans les contrats, dans tout un tas de choses. Par exemple, la première révolution industrielle a vu l'arrivée des journaliers. À l'époque, les gens étaient payés à la journée dans des manufactures qui se sont créées. Ça, c'était au XVIIIe siècle. Donc, c'est les aspects sociaux de la transformation, finalement. C'est au moment de l'introduction de la machine à vapeur, première révolution industrielle. Puis est arrivée la deuxième révolution industrielle, celle à la fois de l'électricité et de la grande industrie, de la production de masse. Et il y a eu une nouvelle transformation avec l'apparition du salariat, c'était le début du salariat, de la grande entreprise et du taylorisme. On aura l'occasion de reparler de Taylor un certain nombre de fois. Donc je ne commence pas à en discuter tout de suite. Il y a eu une troisième révolution industrielle dans les années 80 qui a vu l'apparition des premiers robots, des premiers systèmes informatiques et quasiment concomitamment, au Japon se développait le système de Toyota, le TPS, qui est devenu, à la fin des années 80, a été théorisé par le MIT, est devenu le Lean Management. Donc on voit que là aussi, les pratiques organisationnelles et sociales ont changé aussi à ce moment-là. Et puis il y a quelque chose qu'il faut citer, qui est important, qui n'est pas une révolution industrielle, mais dont on reparlera, qui est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors en fait, c'est l'école de Chicago, Milton Friedman, si vous avez entendu, qui en fait, à un moment donné, a dit arrêtons que les entreprises s'occupent d'abord de leurs actionnaires. C'est ça le néolibéralisme à la base. Et qu'elles arrêtent de s'occuper de tout à la fois. Alors on en revient, hein, mais c'était le cas. Ça a donné aussi parallèlement la financiarisation de l'économie, et ce qu'on a appelé l'entreprise gestionnaire, c'est-à-dire finalement celle qui va s'occuper plus de suivre son activité que de stimuler le travail. Plus de tableaux de bord que de soutien aux opérateurs, pour faire simple. Alors la question, c'est quel système organisationnel et social on va voir arriver. Et donc on a essayé de comprendre, c'est une étude, hein, c'est de la recherche. On a interrogé 15 entreprises, plus 5 experts, et on leur a posé des questions sur comment elles s'organisent aujourd'hui, comment évolue le rôle des opérateurs de production, comment ils impliquent leurs salariés, comment ils recrutent, comment ils forment, et comment ils adaptent l'organisation du travail pour répondre aux besoins d'agilité et de compétitivité. C'est deux paramètres essentiels. Le paramètre d'agilité se renforce extrêmement puissamment avec la 4e révolution industrielle. Donc voilà, c'était les questions qu'on leur a posées et on a essayé de faire
un condensé de tout ça. Alors, on a fait un bouquin et vous avez là un résumé. Tous les bons élèves de cette conférence auront droit au résumé gratuitement après la conférence. Ça sera au stand du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine juste après. Donc voilà, on essaie de regarder un petit peu comment ça se présente. Alors vous n'allez peut-être pas arriver à voir très bien la liste des entreprises, mais en gros, on a une variété d'entreprises extrêmement large. On a des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. On en a 4 ou 5 de Nouvelle-Aquitaine et beaucoup d'autres ailleurs. On a des petites boîtes, la plus petite à 12 salariés et la plus grosse à 110 000 salariés, c'est Michelin. Donc on a des PME, des grands groupes, des ETI, un peu de tout. Je vous ai mis la petite étoile qui est devant certains noms. Ce sont des entreprises qui ont été labellisées vitrines de l'industrie du futur, donc qui sont particulièrement avancées dans la transformation. C'est toujours intéressant de voir ce qu'elles pratiquent. Alors, pour essayer d'être le plus concret possible, j'ai décidé, je vous montrerai bien sûr les grandes tendances, mais je vais prendre 2 exemples. Je vais vous raconter 2 histoires. Je vais vous raconter d'abord l'histoire de Sori, qui est une boîte qui est en Isère, qui fabrique, comme vous le voyez peut-être, des servantes d'atelier. Vous voyez le meuble rouge en bas à droite là. Et ça n'est pas par hasard, j'ai mis une photo de l'ensemble des salariés. C'est une entreprise qui est très impliquée du point de vue humain dans la transformation. Donc leur métier, c'est la tôlerie fine. Tout ça, c'est fait en tôle. Il y a 38 salariés et ils ont fait plus de 50% de chiffre d'affaires en 3 ans. Alors, il faut savoir que Sori, ils étaient 30 concurrents en 1990. Il y avait 30 boîtes qui fabriquaient des systèmes en tôle pour l'atelier, si vous voulez. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, c'est Sori. Alors, c'est intéressant de regarder pourquoi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est la Chine est arrivée dans les années 90 et 2000 et a cassé les prix de manière considérable. Vous connaissez tout ça. Et donc, on va voir que Sori a travaillé sur 2 plans. Les coûts, bien sûr, mais l'agilité. Je vais vous illustrer ça pour faire face à la concurrence chinoise. Alors, le voyage des servantes d'atelier, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, le marché des servantes d'atelier, c'est un marché saisonnier. On vend les servantes d'atelier à Noël, figurez-vous, en novembre et décembre. Donc, si vous voulez des servantes d'atelier chinoises en novembre et décembre, vous commandez en mars, ils fabriquent jusqu'en juin, ça prend le bateau dans des porte-containers, ça arrive début septembre en Europe, ça passe chez le grossiste et ça arrive dans le magasin de bricolage en novembre. Vous aviez commandé des 7 tiroirs et des 5 tiroirs, vous avez commandé des bleus, des rouges, des verts, et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Les bleus et les verts ne se vendent pas et les gens n'achètent que des 7 tiroirs. Donc vous vous retrouvez 6 mois ou 8 mois après votre commande avec tout un stock sur les bras dont vous savez que faire, d'une part, et puis vous n'arrivez pas à vendre les produits que les gens veulent. Donc la réponse à la concurrence chinoise, ce n'est pas uniquement une affaire de coût, c'est une affaire d'agilité. Comment est-ce que je peux fournir des servantes d'atelier en 1 semaine? Vous voyez qu'entre 8 mois et 1 semaine, il y a une petite différence. Alors, je ne peux pas passer de vidéo là parce qu'il n'y a pas très bon Wi-Fi, mais d'abord, la technologie qu'ils utilisent, c'est des cellules robotisées. En fait, en tôlerie, on utilise des plieuses numériques. C'est-à-dire que c'est un engin avec des mâchoires qui prend la tôle et ensuite qui plie les tôles. Le pli peut être fait par la machine ou par l'opérateur. L'opérateur, ça s'appelle du joli nom de secoueur de tôle. Les gars, pour arriver à décoller les tôles, ils secouent pour arriver à décoller les tôles. Et donc, en fait, les opérateurs de production ont été remplacés par des robots. Donc, et c'est le robot qui alimente la machine de pliage.
Ça aurait été mieux avec une vidéo, bien sûr. Et ça permet en fait d'être extrêmement agile, c'est-à-dire qu'on peut changer le programme de la cellule en quelques minutes pour passer et faire des séries courtes, ce qui permet d'être plus agile. Et il y a une deuxième raison à l'agilité de délai de livraison 1 semaine, c'est que ces servantes sont conçues pour qu'en fait ça soit dans les opérations finales d'assemblage qu'on puisse faire exactement le modèle qu'on veut. La peinture et le nombre de tiroirs, c'est tout à fait en bout de chaîne. Il assemble à la commande. Alors, comment ça répond aux besoins du client? D'abord, le client, donc, il est en rupture, il peut avoir des servantes dans la semaine. Et il peut avoir exactement le modèle qu'il souhaite, bien sûr. Deuxième élément, en termes d'organisation, c'est une boîte qui est en râteau. Il n'y a pas de chef d'atelier, il a été supprimé il y a 15 ans. Et il n'y a pas de hiérarchie intermédiaire. Bon, le patron a une vie un peu spéciale. Hein. C'est quasiment, il dort sur place, quoi. Attendez, on va essayer de revenir en arrière. Voilà. Alors, une chose intéressante et qui va déterminer un peu la politique d'embauche de la boîte, c'est l'arrogance du bureau d'études. Il y avait un bureau d'études à Sory, très français. Vous savez qu'en France, on est dans la supériorité de l'esprit sur la main. Ça ne vous a pas échappé. Donc les gens du bureau d'études, c'est le centre du monde. Et les opérateurs, c'est des moins que rien. Et le bureau d'études était complètement dans cet état d'esprit-là. Il appelait les opérateurs des bourricots, pour vous situer. Hein. Donc il y avait une ambiance un peu lourde entre le bureau d'études et les opérateurs. Et puis en plus, le bureau d'études n'arrivait plus vraiment à être efficace et à développer des nouveaux produits dans les meilleures conditions. Donc il leur a mis le marché en main, il les a accompagnés pendant 1 an, avec y compris de la formation, etc. Puis au bout d'1 an, il n'y avait pas moyen, donc il les a virés. Donc aujourd'hui, le bureau d'études, alors les gars sont tombés de l'armoire, parce que le bureau d'études, c'est le savoir, avec un grand S. Donc virer le bureau d'études, il est fou. Il a remplacé par un jeune, motivé, qui sait travailler avec l'atelier, et ça se passe beaucoup mieux, il n'y a plus qu'une personne au lieu de 3, et les 3 plus hauts salaires de l'entreprise dehors. Depuis, il s'est juré qu'il n'embaucherait plus que sur le savoir-être et les capacités des gens et plus sur les diplômes. Ça a été un révélateur un peu pour lui. Donc, les secoueurs de tôle, les bourricots, hein, les bourricots, ils se sont mis à programmer les machines. Alors, programmer les machines, ce n'est pas coder en Python, hein, ce n'est pas ça aujourd'hui. On a un jumeau numérique de la cellule, on présente les mouvements et le code est généré par le jumeau numérique. D'accord? C'est un jeu vidéo. Les gars, ils s'y sont mis. Ils ont été se former chez les fabricants de machines. Ils ont été en Belgique. J'aime mieux vous dire, les gars dans l'Isère, là, ils vivaient dans 15 km². Hein, donc le jour où on leur dit « tu pars 1 semaine, tu vas te former en Belgique », il a fallu quand même les convaincre. Mais il les a envoyés en Belgique, ils se sont formés, ils sont devenus un programmateur. Y compris à distance. C'est-à-dire que le système, les gars ont accès au système d'information, au jumeau numérique, si vous voulez, qui est sur le RP, enfin sur le système d'information de l'entreprise. Et ils ont aussi des caméras pour voir ce qui se passe. Ils peuvent relancer un programme, le modifier, etc. depuis chez eux. Les bourricots. Donc, au fond, ce qui est important, on le reverra dans la planche suivante, mais c'est des gens futés qui ont envie et qui sont capables d'apprendre. Ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme extraordinaire pour être opérateur de production, y compris pour des technologies avancées. Il faut qu'ils soient capables d'apprendre. Et c'est un sacré progrès par rapport à la situation où justement on ne trouve pas les compétences. Donc on prend des gens qui ont les capacités et le potentiel et on les forme. Donc il a embauché des boulangers, des bouchers. Et alors il dit, la dernière phrase, le CV, je m'en fiche complètement. Alors ça, on le reverra pour d'autres chefs d'entreprise. De plus en plus, on recrute, vous savez qu'on fait aussi des formations en situation de travail, on évalue les gens en situation de travail. De plus en plus, on va essayer de voir ce que les gens portent en eux et ce qu'ils sont capables de faire, plus que ce qui est théoriquement marqué dans leur CV, quoi.
Donc on a, sur les compétences, je généralise un peu au-delà de Sori là. On a une pénurie de compétences, effectivement, avec un taux de chômage de 8,5% quand même. Donc on a un système d'orientation et de formation qui n'est pas adapté. On a aussi un problème d'attractivité de l'industrie, bien sûr, ça, c'est dans le paysage. Et donc on voit qu'il y a des boîtes qui commencent à recruter sur le savoir-être. Ça veut dire quoi, savoir-être? Capacité à travailler en équipe, relationnel, respect. Mais aussi les capacités, les potentiels et les talents, c'est-à-dire la créativité, l'ingéniosité, la capacité à apprendre, etc. Et je vous mets des exemples de boîtes. Il y en a un qui est redoutable, c'est Brice Goguet du groupe Voltaire, qui est au Pays Basque, et qui a toute une méthodologie pour aller chercher ce que les gens portent en eux et qui n'ont jamais identifié eux-mêmes. C'est étonnant. Donc il y a une tendance assez lourde là. On voit des boîtes qui favorisent l'intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, chez Bosch, il y avait un gars qui était fanat d'impression 3D chez lui. Bon, on lui dit, on va payer une machine, puis tu vas commencer petit, puis on va voir ce que ça donne. Donc le gars, il a développé une activité, une machine, deux machines, trois machines. Aujourd'hui, chez Bosch, ils font plein d'accessoires de machines en impression 3D. On voit bien sûr la formation par alternance qui repart. Les boîtes font des formations sur mesure, elles se mettent avec un collègue et elles décident d'un programme. Ici, les compétences à acquérir sont similaires. On a vu que Sori fournissait chez les fournisseurs de technologie. Donc, en fait, devant la pénurie de compétences, les industriels s'adaptent. Les industriels sont des gens pragmatiques, donc ils trouvent des solutions quand même, malgré tout. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes de compétences. Il nous faudra toujours plus d'ingénieurs, de spécialistes du big data ou de la robotique. Mais pour toute une série de jobs, en sélectionnant des gens qui ont la capacité à apprendre, on peut aller assez loin. Alors parlons un peu d'organisation maintenant. Je dis tout de suite que c'est une vision qui est forcément partielle. Elle est issue d'une base de données d'entreprise. C'est ce qui est remonté à nous en sélectionnant des boîtes qui avaient commencé la transformation numérique et qui étaient plutôt des boîtes en vue, on va dire. Donc je ne prétends pas à l'exhaustivité. Dans l'organisation, on voit finalement trois satellites qui sont autour du changement culturel à réaliser, qui sont le lean, l'autonomie et la responsabilité et la technologie. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas vous faire un cours sur le lean, il y a des spécialistes dans la salle d'ailleurs. Je rappellerai que c'est un système d'organisation qui est issu du système de production de Toyota et qui fait référence dans le monde entier aujourd'hui. Que le déploiement a été très difficile en France parce que la philosophie du Lean est l'opposé du Taylorisme. Le Taylorisme, c'est le bureau d'études qui sait et les opérateurs ne savent rien. Et le Lean, c'est celui qui fait qui sait. Ce n'est pas exactement pareil. Et en fait, on a cherché en France à plaquer, dans les années 90 et début 2000, 3 outils. D'abord, les consultants à l'époque n'avaient pas compris grand-chose à la philosophie de Toyota. On a cherché à appliquer 3 outils du Lean sur un système taylorien et ça ne fonctionne pas. Alors, il y a finalement, et je parle d'observation, je ne parle pas de théorie, parce que Alain est désespéré quelquefois dans ce que je raconte. Qu'est-ce qu'on observe? Parce qu'on nous dit, le Lean, c'est un système d'apprentissage pour développer les personnes. OK, ça c'est ce qu'on nous dit. Mais ce qu'on voit, c'est pas ça. Et vous en savez quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que dans les PME, on pioche des outils dans les outils du Lean. En général, on pioche des meilleurs outils que ce qu'on faisait dans les années 90 à 2000, et en particulier le management visuel, qui est très, très tendance en ce moment. Et c'est très bien parce que ça permet d'impliquer réellement l'ensemble de l'entreprise.
Mais curieusement, dans les PME, on ne parle pas de Kaizen. C'est quand même le cœur du Lean, très peu. En fait, il y a très peu d'amélioration continue. Il y a bien sûr des belles PME qui font de l'amélioration continue, mais ce n'est pas massif du tout. On va trouver du 5S et quelques outils comme le management visuel. Ça, c'est pour les PME. Et dans les grands groupes, on va retrouver un système beaucoup plus structuré. Chaque grand groupe a son système qu'il a remarketé à sa marche. Hein. C'est le Bosch Production System, le Michelin Manufacturing Way, etc. Mais finalement, la présentation du Lean comme un système d'apprentissage pour développer les personnes, il n'est pas, la plupart du temps, il n'est pas explicite, même dans les grands groupes. Et en fait, on le retrouve simplement dans des grands groupes qui ont une histoire un peu particulière, dont je reparlerai un peu plus loin, comme Michelin et SEW Isocom. Autonomie et responsabilité. Pourquoi l'autonomie? Qu'est-ce que c'est que cette mode? En fait, c'est assez simple. D'abord, l'autonomie, c'est un des ressorts de la motivation intrinsèque. Les gens qui travaillent que nous sommes, on a 3 besoins. Être autonome, développer ses compétences, aligner ses valeurs et ses actions. Avec ça, si vous respectez à peu près ça, tout va bien. Donc d'abord, c'est un des ressorts de la motivation intrinsèque. Ensuite, les décisions prises en autonomie sont plus pertinentes. Hein, je vous rappelle, c'est celui qui fait qui sait. Donc si c'est celui qui est en autonomie à la base qui décide, c'est plus pertinent. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont mieux appliquées. Une personne qui prend une décision devient plus investie dans son résultat. Si les gars ont décidé en autonomie de faire comme ça plutôt que comme ça, hein, c'est adopté par le corps social, comme dirait Frédéric Lépy. Il n'y a pas de problème. Et l'autonomie, c'est un facteur d'agilité. Plus vous avez de strates hiérarchiques à remonter et à descendre, évidemment, plus c'est lourd et plus loin vous êtes de l'agilité. Alors on voit des approches et des normes d'autonomie très variées. Et je voudrais m'arrêter sur Michelin-Rohan, qui n'est pas dans l'étude, mais qu'on a visité il y a 15 jours et où on est ressorti transformé. Vous savez que Michelin a une démarche d'autonomie et de responsabilisation, tout du moins quand on lit la presse, très forte. Et on a été voir. Alors, la première chose, je ne vais pas tout vous décrire, ça serait un peu long, mais la chose essentielle, on a passé 3 heures dans les ateliers. Dans ces 3 heures, on a passé 2 heures avec les gens. On ne nous a pas baladé 3 heures devant des machines. On a passé 2 heures avec les gens. Dans 2 ateliers, dans 2 îlots et un atelier. Et en fait, ce sont les opérateurs qui ont parlé. Ils ont expliqué comment était leur système de qualité, comment ils faisaient remonter leurs problèmes, etc. Et dans un de ces îlots, ils nous ont montré, les opérateurs ont développé une matrice pour recadrer un gars qui ne fait pas son boulot. C'est eux qui l'ont déployé. Ils ont mis au point une façon aussi humaine que possible de dire à quelqu'un, là, il y a un problème. Et donc, c'est très, très structuré, plusieurs planches, etc. Et ils l'ont élaboré seuls. Ensuite, ils ont montré au chef d'îlot. Et deuxième chose qui nous a frappé, c'est eux qui définissent les augmentations individuelles. Alors, ils le font dans une enveloppe, bien sûr, mais ils ont une grille d'évaluation des performances des uns et des autres en termes de productivité, etc. Et ils la temporisent, ils la tempèrent par des paramètres comme « Ah oui, mais lui, il est moins productif parce qu'il donne toujours un coup de main au copain. » Vous voyez ce que je veux dire? Il la tempère. Donc, l'autonomie, ça peut aller très loin, en fait. Ça nous a frappé. Bon, tout le monde a la banane dans cette usine. Moi, j'ai des critères. Hein. Regardez la gueule des gens dans l'usine et vous savez où vous êtes. Hein. S'ils regardent leurs chaussettes, passez votre chemin. Si vous souriez, alors là, en plus de sourire, ils disent bonjour. C'est culturel chez Michelin. Tout le monde dit bonjour. Donc, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter encore, mais disons que l'autonomie, ça peut aller très loin et on l'a un peu vécu. Et ce n'est pas mis en scène, hein, parce que ça, vous ne faites pas jouer la comédie aux opérateurs. Hein.
Donc bien sûr, les dirigeants, ils voient un impact positif. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. La transformation est progressive et certains salariés et le management ont du mal à s'y adapter. Moi, j'ai du mal à m'adapter à l'autonomie, hein. Je n'ai pas été formé à l'autonomie. Enfin, à donner de l'autonomie. J'ai été formé à cheffer, à la française. Donc, se remettre en question, ça demande une remise en question du patron. C'est ma dernière ligne. On voit beaucoup de dirigeants qui agitent autonomie, autonomie, et en fait, leur comportement ne change pas. Ils sont toujours aussi directifs. Donc, résultat, je ne vous raconte pas, l'entreprise, elle est paumée, hein. Je ne sais plus où elle habite. Je passe un peu vite pour vous dire qu'il y a, dans tout ça, les ingrédients de l'autonomie, il y en a deux, c'est ceux qui sont orange, qui quand même sont majeurs, la volonté du dirigeant et la volonté qui va jusqu'à se remettre en cause lui-même, et le droit à l'erreur. Si vous ne permettez pas aux gens de se planter, et si vous leur dites « soyez autonome », ça ne va pas marcher longtemps, hein. Ils vont se planter une fois, ils vont prendre une claque, et puis après, ils vont arrêter, hein. Alors, je vais m'arrêter sur un deuxième exemple. Après Sori, une boîte de 38 personnes, une grosse boîte qui s'appelle SEW Usocom, qui fabrique des systèmes d'entraînement et d'automatisme pour l'industrie. Des moteurs électriques et des accessoires. D'ailleurs, pas mal pour utiliser dans l'usine du futur, hein, des moteurs électriques qui pilotent des lignes de fabrication, par exemple. Donc c'est une grosse boîte. La maison de mère est allemande. Et là, on parle de la filiale française. Alors, ils font 4500 produits par jour. Encore une histoire d'agilité, hein, vous allez voir. Ils font 4500 produits par jour. Ils ont 50 000 articles, ça veut dire 50 000 pièces ou sous-ensembles pour faire les produits. Et ils ont 7 millions de nomenclatures, c'est-à-dire qu'il y a 7 millions de produits possibles. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on change le rapport de réduction, triphasé, monophasé, 380, 220, machin bidule, telle option de disjoncteur thermique, etc. 7 millions de nomenclatures. La série moyenne est de 1,3. Hein, on n'est plus dans la deuxième révolution industrielle, là. Donc il faut que tout le système, on va en voir un peu, tout le système à la fois numérique qui pilote l'entreprise et d'organisation s'adapte à ça. Le délai de livraison moyen est de 10 à 15 jours, il n'y a pas de produits stockés. Donc c'est l'ERP qui gère les prévisions, les commandes et centralise les ordres de fabrication. Et en fait, l'ERP, il commande au magasin d'envoyer les pièces pour une fabrication par AGV au poste de picking. Au poste de picking, les kits de montage sont réalisés, individualisés. Ça repart en AGV jusqu'au poste de montage qui sont spécialisés par famille de produits. Tout est en flux tiré. Le lean aux petits oignons, quoi. La commande du client déclenche le montage qui appelle au magasin de Brumat. C'est le magasin, c'est cette usine 4.0. Et qui lui-même appelle les articles auprès d'Haguenau et de Forbach qui sont plus amont dans la chaîne de fabrication. Alors ce qui est intéressant, c'est que SEW Usocom a commencé depuis 1989 quand même. En fait, le patron qui s'appelle Michel Mutzenhuter était le premier disciple de Jean-François Zobrist. Ça vous dit quelque chose, Favi ? C'était le premier disciple. C'était une entreprise, on pourrait dire, pour simplifier, libérée. Autrement dit, un système de mini-usine par client avec un patron coopté par la base et pas de fonction support. Radical. Donc, ils se sont mis aux mini-usines dès 89. Et donc, ils ont vécu 10 ans avec les mini-usines. Et quand était arrivé le Lean, eh ben, ils ont pris un CC japonais. Ils n'ont pas pris le consultant de base qui ne comprenait rien aux gens et qui n'avait pas le respect des personnes, puisqu'ils étaient dans l'autonomie. Donc, ils ont développé le bon Lean tout de suite. Et en 2008, ils ont eu, comme tout le monde, un gros coup de mou. Ils ont fait moins 30% de chiffre d'affaires. Mais comme dans cette boîte-là, qui est une entreprise familiale, on garde tout le monde. Alors, ils ont fait du chômage technique. Puis, ils ont récupéré, et on en reparlera dans la slide d'après,
Ils ont récupéré les meilleurs techniciens. Ils ont fait une équipe qui aujourd'hui définit les lignes de fabrication avec les opérateurs. On verra ça tout à l'heure. Donc en fait, l'autonomie est un substrat très puissant pour le lean, parce que ça donne le bon état d'esprit. Et le couple autonomie-lean favorise l'appropriation technologique, parce que bien sûr, on ne numérise pas les gaspillages. Donc on fait du lean avant de numériser. Et en plus, l'appropriation technologique est bonne, parce que les gars, ils sont en autonomie et qu'on les associe. Alors on appelle ça CALT, confiance, autonomie, lean technologique, parce que la confiance, elle se renforce au fur et à mesure du processus, bien sûr. Ça, c'est un exemple intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Lippi et Michelin, que je vous ai mis là, ils ont fait l'inverse. Ils ont commencé par développer le lean, puis ils ont vu, comme tout le monde, des petits gains, puis pouf, c'est retombé. À ce moment-là, ils ont remis l'autonomie, et c'est reparti. Et c'est pareil chez Lippi. C'est leur témoignage à eux. Intéressant. Donc le modèle, il est construit sur SW et Usocom, mais aussi sur deux autres entreprises qui n'ont pas fait comme ça, mais qui ont redressé la barre en reprenant le modèle par le bon bout. Alors je voudrais terminer par le design du travail. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? D'abord, on va repartir de Taylor. Alors Taylor, j'aime bien cette phrase quand même, c'est assez parlant. Toute forme de travail cérébral devait être éliminée de l'atelier et recentrée au sein du département conception et planification. C'est clair? Circuler, il n'y a rien à voir. On ne veut pas de cerveau dans les entités de fabrication. C'était en 1912. Hein. On va y revenir. Donc, il y a une division, c'est ce qu'on appelle la division verticale du travail. Il y a ceux qui savent et ceux qui font. D'accord? Le bureau d'études, il sait, les opérateurs, ils ne savent rien. C'est ça la philosophie du Lean. Et ensuite, il y a une division horizontale du travail, c'est-à-dire on découpe en tâches alimentaires très petites. Et puis, vous avez l'image des temps modernes, si vous voulez. Le taylorisme, on adore ça en France. Ça correspond à notre culte de la hiérarchie et des statuts. On est imprégné de taylorisme. Et ça rend très difficile l'évolution. Alors, soyons clairs, hein, je tire sur le taylorisme aujourd'hui, mais le taylorisme, c'était magnifique au début du XXe. Il y avait des gars qui débarquaient de leur campagne avec leurs faux. On leur disait, pose ta faux au vestiaire, mets une blouse et va travailler. Les gars, ils ne connaissaient rien à rien au niveau de l'industrie. Donc si on ne leur avait pas tout défini et tout mâché le travail, ils auraient été incapables de faire le boulot. Donc il ne s'agit pas de tirer sur Taylor pour tirer sur Taylor. Il s'agit juste de dire que Taylor est dépassé. Pourquoi inadapté aujourd'hui? Au début du XXe, il y avait 1% d'une classe d'âge qui avait le niveau du bac. Aujourd'hui, c'est 80%. Si vous dites à un jeune la phrase de Taylor, je t'embauche en production, mais toute forme de travail cérébral est interdite en production. Faut pas déconner. On n'est pas bien. Hein. C'est pas comme ça qu'on va redresser l'attractivité de l'industrie. Et en plus, il y a l'autre couche, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'entreprise gestionnaire, c'est, vous savez, ces chefs d'équipe, ces chefs d'atelier, qui passent plus de temps devant leur tableau de bord, ou même à remplir des matrices pour la RH, d'évaluation, que d'accompagner leurs équipes sur le terrain. C'est ça l'entreprise gestionnaire. On consacre sa vie à la gestion, on ne consacre pas sa vie au travail de son équipe. Bon, le constat de départ est donc difficile. Après ça, la division horizontale du travail, elle est remise en cause aujourd'hui. On commence à réagréger des tâches qui étaient découpées comme ça. On commence à les réagréger parce que ça donne plus de sens, tout simplement. La division verticale s'effrite. L'amélioration continue, c'est une brèche dans la division du travail où on disait qu'il n'y avait que le bureau d'études qui peut penser, puisque les gars du terrain sont associés à l'amélioration de leur poste de travail. Mais pour ce qui concerne de la conception initiale du travail, la définition du travail à réaliser, le choix des technologies, la gamme, etc., aujourd'hui, c'est très rarement les opérateurs qui sont associés. Autrement dit, ce que j'appelle le design du travail, c'est de... Pourquoi design? Parce que quand on design un produit,
on définit, on fait la conception d'un produit pour un client ou un usager. Quand on conçoit un travail, il y a un usager derrière. C'est le travailleur, celui qui fait. Et aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un usager pour les gens qui définissent le travail. Donc c'est ça qu'il faut transformer. Et en fait, il ne s'agit pas de dire que l'opérateur peut définir complètement son travail. Il a besoin des méthodes, il a besoin des technologues, il a besoin du bureau d'études. Il faut qu'on l'associe. Alors, je vous donnerai un exemple. Chez SEW Usocom, c'est pour ça que j'en ai parlé, tous les gars qu'ils ont récupérés en 2008, là, qui étaient les bons techniciens, qui ont mis dans une équipe, ils ont mis les gens du Lean, et ils ont mis tous les gens, les meilleurs techniciens, dans une équipe avec les gens du Lean. Et cette équipe, ensuite, elle va concevoir les postes de travail avec les opérateurs. C'est-à-dire qu'ils se déplacent dans une usine, ça dure 3 jours. En 3 jours, il ne s'agit pas de refaire complètement l'usine en 3 jours. Mais s'il y a une adaptation à faire à une ligne de fabrication, il y a une équipe transverse qui se met en place avec les méthodes, avec la maintenance, avec des opérateurs, avec les gens du Lean, avec les spécialistes des technologies. Et ils travaillent pendant 3 jours, ils font une VSM de départ, ils font une VSM cible. Ensuite, ils démontent complètement le processus. Ils redéfinissent le nouveau processus, ils font une maquette 2D carton, une maquette 3D carton. Tout ça en 3 jours. Et après, alors, soit c'est très compliqué à faire, il y a encore de la conception et du développement, ça s'arrête là, les gars, les technologues repartent bidouiller la future ligne, ou bien c'est simple à faire et on l'implémente dans les 2 jours qui suivent. Le design du travail, au fond, c'est l'idée que les opérateurs sont associés à la définition de leur propre travail. Et alors, c'est capital. Pourquoi? Parce qu'avec le numérique, ne croyons pas que le numérique, c'est une panacée merveilleuse qui va régler tous nos problèmes sans qu'il y ait aucun effet difficile. Par exemple, ce que j'appelle le syndrome de la main guidée par la réalité augmentée. Donc vous mettez des lunettes à un gars, vous lui dites toute la journée, donc il voit sa pièce et il voit là où il doit visser. Donc il met son truc, il visse avec telle coupe, il enlève, etc. Tous les jours. Au bout d'un moment, autrement dit, là aussi on est dans le design du travail. Il faut utiliser le numérique pour ce qu'il a de meilleur et faire en sorte qu'il y ait des systèmes qui soient débrayables au bout d'un certain temps ou qui s'ajustent aux compétences de l'opérateur. Le numérique, c'est la meilleure ou la pire des choses. Si ça rigidifie complètement la tâche et que ça prend les gens pour des décérébrés, on ne sera pas avancé non plus. Voilà, j'ai fini pour cette sensibilisation et je vous remercie de votre attention. Des livrets. D'ailleurs, c'est un
baseline.